Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Papasia Matsuri dans cette émission spéciale Polar organisée par les éditions Kana et présentée par l'Œil Cherry. On va revenir sur ce genre pas comme les autres et sur quelques titres cultes que nous allons analyser avec vous aujourd'hui. Et pour parler de ces mangas-là, on a une équipe d'experts et d'enquêteurs de choc qui vont pouvoir répondre à toutes les questions que vous vous posez. N'hésitez pas justement à nous interpeller sur le chat de l'émission pour qu'on puisse discuter ensemble. On va commencer avec cette Dream Team. Clémence Duno, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes journaliste freelance et vous écrivez pour la verticale Pixel qui est disponible sur le site du monde.fr. Notre second intervenant est en visio. Il est en train de vivre comme Michael Scofield de Prison Break. Il est enfermé au Japon, fantasme que voudraient vivre beaucoup de personnes. Pierre-William Frégonèse, bonjour à vous de Kobe, je crois. Oui, en fait, je suis dans une pièce à côté, hein, mais ouais, donc je suis à Kobe, actuellement le dernier à l'université, donc je veille pour la conférence. Donc vous enseignez à l'université de Kobe, vous avez écrit 2 ouvrages sur les mangas. Le premier, Forever Tsukasa Ojo, portrait du père de City Hunter, alias Nicky Larson, pour ceux qui ne connaissent pas le titre français, qui ne connaissent que le titre français, pardon. Votre second livre qui vient de sortir s'intitule L'énigme détective Conan, une affaire de style. On le montre, tenez, je vais pouvoir même le montrer à la caméra grâce à Alexis. Et vos essais sont publiés chez Pix Love. On termine avec vous, Alexis Orsini. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes journaliste chez 20 minutes au sein de la rubrique Fake Off. Vous allez contrôler si Pierre William raconte ou pas des fake news. Plus sérieusement, vous avez publié un ouvrage sur Naoki Urasawa en 2012 au Mouton électrique et vous allez ressortir un autre ouvrage en janvier prochain chez Pix Love, toujours chez Naoki Urasawa. Donc on va vous poser plein de questions sur cet auteur et pourquoi vous avez écrit 2 essais autour de lui. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Naoki Urasawa, c'est Monster, Atom, 20th Century Boy. C'est un immense auteur de manga. Alexis, vous avez écrit une biographie d'Harrison Ford et vous avez aussi écrit un essai sur One Piece, mais je n'ai pas le droit de prononcer d'autres titres de manga qui ne sont pas publiés aux éditions Kana, sous peine de recevoir dans mon siège des décharges électriques. Donc on va s'arrêter là. Évidemment, c'était une plaisanterie. Durant cette émission, nous allons avoir quelques surprises en direct. Donc suivez-nous, ça va vous faire plaisir. Et on va maintenant commencer. Pierre-William Frégonès, c'est vous qui allez ouvrir les hostilités et vous allez revenir sur les origines du polar japonais. C'est à vous, Pierre-William. Ouais, ça me semblait assez important de parler un petit peu de l'endroit d'où vient le polar japonais, plus précisément le manga policier. Parce qu'en fait, aujourd'hui, voilà, on connaît des grandes séries du manga comme Kenaichi et puis Détective Conan, évidemment, d'un manga policier. Mais il faut voir que le Japon a une relation très particulière avec le polar. C'est un des 2 grands genres japonais, avec la science-fiction, évidemment. Et ça apparaît vraiment au milieu du 19e siècle. Le but, c'est pas vraiment de faire voilà, un tracé historique complet, mais plus de donner une réflexion sur le moment en fait où le Japon s'ouvre à l'Occident. Donc c'est la fin de la période isolationniste qu'on appelle le Sakoku, donc ça va être la fin du shogunat, le début de Meiji par la suite. Donc grosso modo, c'est exactement ce qu'on vit actuellement au Japon. Voilà, un Japon complètement isolé du reste du monde. Et à ce moment-là, quand le Japon va s'ouvrir, eh bien, dès la fin du 19e et au début 20e, on va avoir beaucoup d'auteurs occidentaux qui vont être traduits en japonais par des traducteurs, certains qui sont très connus comme Kuroiwa, etc. Et donc on va avoir du Jules Verne, des choses comme ça, mais on va surtout avoir beaucoup de polars. On va avoir les grands classiques, Edgar Allan Poe, donc Le Chevalier Auguste Dupin, on va avoir Conan Doyle et Sherlock Holmes, on va avoir des moins connus, Étienne de Gaborio, aujourd'hui qu'on lit plus vraiment, avec l'inspecteur Lecoq, Anna Green, avec la jeune détective new-yorkaise Violet Strange, pareil. Je pense que plus grand monde ne lit non plus, Fortuné de Bois-Gobet, etc. Donc, un feuilletoniste policier. Donc, on va avoir vraiment énormément de polars différents qui vont être traduits. Et du polar, pas seulement du roman énigme, on va avoir aussi Maurice Leblanc avec Arsène Lupin, etc. Et ça va énormément infuser la culture japonaise. C'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup de revues au début du XXe, notamment Shinseinen, la nouvelle jeunesse, qui vont publier des traductions justement de romanciers occidentaux. Et ça va influencer le maître du polar japonais qui est Edogawa Ranpo. Donc c'est un petit jeu de mots sur Edgar Allan Poe, qui lui-même, en fait, sa première
sa première nouvelle, qui s'appelle Nissen Doka, qui veut dire la pièce de 2 scènes, eh bien, c'est très inspiré du Scarabée d'or d'Edgar Allan Poe. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que l'influence occidentale sur le polar japonais roman, je parle bien à ce moment-là, eh bien, on va la sentir par la suite à la fois sur tout ce qui est cinématographique. Voilà, quand on va avoir notamment les films de Kurosawa de l'après-guerre, donc beaucoup plus inspirés un peu d'une période un peu plus noire, etc., des questions sociétales qui vont être évoquées au manga policier. Et l'association des auteurs de romans policiers, qu'on appelle, alors c'était pas le nom original, mais maintenant ça s'appelle la Mystery Writers of Japan, ça apparaît en 1947. Donc ça apparaît de mémoire, c'est 4 ans après celle des auteurs de SF. Autrement dit, dès les années 40, on a vraiment le fait que le Japon se positionne comme l'une des grandes patries du polar. Et tous les mangas qui vont en découler, notamment que ce soit Kindaichi, que ce soit Détective Conan, etc., vont faire référence à ses origines, en fait, à la naissance du polar et puis à ce genre qui va avoir plein de sous-genres. Et ce qui est aussi important de voir, c'est qu'on va avoir bien sûr du manga, du roman énigme classique, du manga énigme de la même manière, des films à énigmes, mais on va aussi avoir du roman noir, des films noirs, du manga noir, et on va avoir d'autres choses. On va avoir de l'érotisme grotesque, à l'aide de Gawaran Poe. On va avoir du policier fantastique, typiquement, du policier science-fictionnel. Et donc voilà, donc, je pense que c'est important juste de souligner ça. Typiquement, Kindaichi, les enquêtes de Kindaichi, voilà, qui est un grand succès au Japon avec Détective Conan, eh bien le héros, il est présenté comme le petit-fils de Kindaichi, le héros de Yokomizo. Et Yokomizo, c'est un des grands romanciers du polar du milieu du XXe siècle. Comme Lupin III, donc Lupin est présenté comme voilà, le descendant aussi d'Arsène Lupin. Donc on a vraiment on se situe vraiment dans un héritage qui est très très important dans le manga policier. Et c'est aussi pour ça qu'il est ultra référencé, parfois quitte à être un peu lourdingue, diront ses critiques. Merci Pierre-William pour ce petit point historique. Clémence, vous allez nous aider à classifier un peu le mot polar, car enfin, on va un peu, parce que le mot polar est un peu un mot fourre-tout, comme la science-fiction maintenant, il y a plein de sous-genres du polar, donc il y a pas que, vous allez peut-être un peu revenir sur les sous-genres et puis sur les thématiques de c'est quoi un manga de polar, qu'est-ce qu'on a dans un manga de polar finalement? Oui, c'est vrai qu'il faut peut-être rappeler qu'il y a donc le polar, le roman policier, et il y a le thriller, qui en fait pour moi, alors c'est mon interprétation, on va dire, c'est un polar qui s'est un peu affranchi des genres, des codes du polar. Et c'est quelque chose justement sur lequel je voulais revenir. C'est vrai que pour moi, le polar, ce qui est fascinant avec ce genre, c'est qu'il met le lecteur dans une situation un peu paradoxale, parce que d'un côté, le lecteur, donc comme le disait Pierre-William, il y a énormément de codes dans le polar. C'est-à-dire qu'il est dans une lecture réconfortante parce qu'il sait que, voilà, il connaît, on va dire, la façon dont ça va se passer avec un meurtre, une enquête, une succession d'énigmes et ensuite la révélation. Et en même temps, quand il entre dans sa lecture, il est obligé de s'abandonner complètement, de donner sa confiance à l'auteur en disant « je ne comprends rien à ce qui est en train de se passer, mais j'accepte voilà, de me laisser guider ». Il me semble que, là je sors les petites citations, mais il me semble que c'est Umberto Eco qui utilisait cette comparaison en disant que l'auteur, quand il écrivait un polar, il tissait une toile dans laquelle va se prendre le lecteur. Et je trouve ça justement assez fascinant, et on est d'accord que se prendre une toile d'araignée, c'est jamais très confortable. Donc il y a à la fois cette situation de réconfort et en même temps d'inconfort quand on lit un polar. Et c'est assez amusant d'ailleurs de voir comment les auteurs eux-mêmes s'amusent à jouer avec ces codes, avec finalement la confiance que leur accorde le lecteur. Et ça, par exemple, on le retrouve dans Agatha Christie. C'est très drôle parce qu'elle était donc très connue quand même déjà à l'époque. Et parfois, ses lecteurs critiquaient, on va dire, ses œuvres parce que justement, il lui faisait confiance. Et en fait, elle détournait un peu leurs attentes. Par exemple, ah ben tiens, j'ai décidé que le meurtrier, en fait, ce serait le narrateur. En fait, j'ai décidé que le meurtrier, on pensait qu'il était mort depuis le début. Et voilà, et c'est tout un tas, tout un tas de façons de se renouveler qu'on trouve dans le polar. C'est ça qui est assez amusant. C'est-à-dire qu'il y a ce côté, c'est plein de codes. Finalement, le lecteur sait un peu
ce qui va attendre. Et en même temps, les auteurs trouvent toujours une façon d'être créatifs et de trouver de nouvelles façons, on va dire, de surprendre l'auteur. Ça, je trouve ça assez fascinant. Alexis, pourquoi cela marche selon vous, le polar? Pourquoi on aime lire finalement un genre qui est assez classique avec une enquête, un meurtre, des meurtriers? Je pense que c'est vraiment le côté effectivement mystère, l'interrogation de qui a fait le crime, comment s'est passé le crime. Après, effectivement, comme on disait, il y a beaucoup de définitions différentes. Je pense par exemple à Death Note où c'est pas tant, c'est pas tant qui a tué qui est intéressant, c'est vraiment le duel entre elle et Light. Donc c'est vraiment ce côté, et chez Urasawa aussi, le côté track entre un fugitif et un tueur. Il y a vraiment beaucoup d'aspects dans le polar et je pense qu'il y a aussi le fait qu'on rencontre beaucoup de personnages souvent dans les polars. On peut se demander si il est coupable, s'il est innocent. Et globalement, il y a souvent une galerie de personnages secondaires intéressantes. C'est vraiment tout cet univers dans les polars qui fait sa richesse à mon sens. Il me semble que justement, la différence entre le thriller et le polar, comme je disais, c'est que il y a, en fait, dans le thriller, l'enquête, il y a beaucoup d'enquêtes dans les thrillers, l'enquête est plus un prétexte, en quelque sorte, alors que dans le polar, il y a quelque chose, un schéma un peu plus classique, qui peut parfois avoir plein de rebondissements et jouer justement sur ses attentes, comme je le disais, mais parce qu'un thriller n'est pas forcément policier, alors qu'un polar, toujours un peu cet aspect mystère très thriller, quoi. On va commencer à attaquer l'analyse d'œuvres. Et après, Pierre-William va reprendre la parole tout de suite, de toute façon. Durant cette émission, on va revenir sur quelques mangas cultes et on va commencer avec Détective Conan. Je montre évidemment à la caméra le manga. C'est un shonen imaginé par Gosho Aoyama et qui est en cours de parution depuis 1994, je crois. Il y a 100 volumes qui ont été publiés, 250 millions d'exemplaires vendus. On suit les aventures de Shinichi Kudo, un détective lycéen qui a été rajeuni de force dans le corps d'un enfant par une mystérieuse organisation. Il continue ses enquêtes dans le corps d'un enfant de 7 ans. Pierre-William, racontez-nous un peu comment est né ce manga et surtout pourquoi ça marche, Détective Conan. Ouais, alors, plutôt que le raconter, il vaut mieux acheter mon ouvrage, c'est éditions Pixel Love. C'est sûr. Non, blague à part, c'est assez drôle. Ça me permet de rebondir sur ce que disait justement Clémence par rapport à Umberto Eco, parce que je trouve que j'ouvre le bouquin sur Umberto Eco. C'est vrai qu'Umberto Eco disait que le polar, c'était le genre principal, le genre originel, puisque la première question de l'humanité, c'est qui est responsable de ça? Qui est responsable de ce monde? Et qu'en fait, la religion, en soi, c'est aussi un polar. Donc cette question justement de l'identité, cette question de la société, elle est profondément liée à Détective Conan. Donc Détective Conan, c'est un manga, voilà, alors je ne vais pas refaire l'historique, mais qui apparaît au milieu des années 90, donc un manga de Gosho Aoyama, qui naît voilà, dans la préfecture de Tottori, donc c'est pas un Tokyoite, il va le devenir par la suite, hein, comme beaucoup de mangaka à succès. À l'origine, Détective Conan, c'est une réaction à Kindaichi. Donc ça, c'est extrêmement important parce que Aoyama avait fait avant ça Yaeba, et Yaeba qui était une réaction à Dragon Ball. Donc, c'était en quelque sorte un coup. Alors après, évidemment, c'est quelqu'un qui a toujours adoré le polar. Gosho Aoyama, c'est quelqu'un qui était un grand lecteur de Conan Doyle, un grand lecteur de Maurice Leblanc, d'Agatha Christie, enfin bref, de la fiction à énigme traditionnelle, pas tant que ça du thriller contemporain, du roman noir. Et d'ailleurs, on le verra, chez les mangaka, ils vont être très gênés avec cette notion parfois de thriller, et surtout le thriller lié au serial killer. C'est-à-dire qu'il leur faudra toujours des mobiles définis parce qu'ils ne veulent pas de meurtre gratuit. Et donc, Gosho Aoyama, à ce niveau-là, c'est un ultra classique, on peut dire, du manga policier. Donc, il va lancer Détective Conan au milieu des années 90. Ça va être très vite un grand succès. Donc, il va y avoir l'animé qui va contribuer, évidemment. C'est aussi une des raisons pour laquelle, voilà, Détective Conan a été une réussite en France, mais peut-être une moins grande réussite, c'est que l'animé, il y a eu quelques problématiques de diffusion. Et donc, Détective Conan, c'est tout simplement l'histoire classique, plus ou moins classique, d'un lycéen qui se fait rajeunir après avoir ingéré un poison et donc qui redevient enfant, enfin son corps est rétréci, son intelligence, son cerveau, ses souvenirs restent les mêmes et il va y avoir deux choses. D'une part, il va essayer de retrouver
les personnes qui l'ont fait rétrécir. Donc ça, c'est la partie roman noir, c'est la partie espionnage, ce qu'on appelle les fameux hommes en noir. Voilà, c'est l'intrigue principale. Et de l'autre, il va résoudre, parfois sous forme d'histoires courtes, etc., de one-shot, eh bien, des énigmes, que ce soit des meurtres, la grande partie du temps, mais pas seulement. Ça peut être parfois aussi lié au personnage de Kaito Kid, donc inspiré d'Arsène Lupin, qui avait inventé Gosho Oyama avant justement Détective Conan, et qui est son personnage de cœur, parce que c'est le double de Gosho Oyama. On verra ça notamment, il y a beaucoup de mangaka policiers qui ont des doubles dans leurs œuvres. Donc voilà, donc quelque part, Détective Conan, pour le résumer, c'est un peu le salade tomate oignon du polar. C'est-à-dire qu'on a le roman noir, on a la fiction à énigmes, on a le manga de voleur, on a parfois un peu de fantastique, voilà, un peu sous-entendu, etc. Et puis, c'est ultra référencé. Conan Edogawa, donc le personnage principal, Conan pour évidemment donc, Conan Doyle, Edogawa, comme je l'ai dit juste avant, pour Edogawa Ranpo. Et puis, il va être recueilli chez sa wannabe girlfriend, Ranmuri, qui a un hommage pareil à Maurice Leblanc. Son père, Ranmuri, s'appelle Kogoro Mori, mais Kogoro, c'est pour Kogoro Akechi, le fameux détective d'Edogawa Ranpo. Enfin bref, on va avoir des références jusqu'à plus soif. Et c'est une série qui dure depuis 25 ans au Japon. On en est au tome 100 ici, qui est sorti cet automne. Donc ça a été l'année 2021, malgré la pandémie, l'année Détective Conan, clairement au Japon. Et ça sera sûrement l'année Détective Conan l'année prochaine en France. Pierre William, vous avez dit en effet 100 volumes de Détective Conan, mais il n'y a pas que Détective Conan qui est une longue série, il y a aussi Golgo 13 ou encore Lupin the Third si on analyse tout depuis le début de la série dans les années 70. Il y a aussi City Hunter que vous connaissez bien qui est une longue série. Comment vous expliquez que finalement on a des séries aussi à rallonge et qui viennent, et c'est souvent le polar d'ailleurs qui produit autant de séries à rallonge. Pareil, les aventures de Kindashi, c'est assez long également. Comment vous expliquez que ces polars produisent de si longues aventures, où d'ailleurs la fin, on ne la connaît jamais vraiment? Alors, déjà, c'est vrai qu'il y a City Hunter qui vient avant. Bon, City Hunter, on est dans la trentaine de volumes. Même si on prend Angel Art après la fausse suite comme une continuité, bon, Golgo 13, on est à plus de 200. Donc là, on casse quand même tous les records. Et puis Golgo 13, c'est vraiment là, pareil, est-ce que c'est du pur polar parce que c'est sur un tueur à gages? Bon, je pense que les Japonais aiment les œuvres fleuves, de manière générale. Pas seulement dans le polar, mais voilà, il y a plein d'autres œuvres. Penser à plein de choses, mais plutôt à la télévision, etc. Ils aiment vraiment les œuvres fleuves, comme nous, on pouvait aussi aimer le feuilleton à une époque, plus au 19e. Ça, c'est une grande tradition française du 19e, c'est le roman feuilleton. Voilà. Donc, c'est vrai que cette question de la longueur, la longévité de Conan, elle pose question parce que beaucoup de lecteurs voilà, ont demandé plus ou moins directement, plus ou moins avec classe, à Aoyama s'il finirait son œuvre avant de mourir. Et c'est vrai que lui a toujours dit qu'il se voyait finir Détective Conan parce que c'était extrêmement important, mais typiquement qu'une œuvre comme Machi Kaito, donc sur ce qui est devenu un des personnages de Détective Conan, il ne se voyait pas la finir parce que c'est son personnage de cœur. Donc l'expliquer, moi je pense qu'il y a deux raisons essentielles. La première raison, il ne faut pas se leurrer, elle est économique. Ça marche bien. On arrive toujours à créer la tension. Avec le polar, c'est quelque chose qui peut être renouvelé parce que c'est des histoires courtes. Dans Détective Conan, c'est souvent du 3 chapitres. Donc, c'est une rythmique qui est assez intense. C'est pas comme dans Kindaichi. Kindaichi, bon, pareil, là, on doit approcher, je ne l'ai pas en tête, mais peut-être la centaine de volumes. C'est quand même une œuvre assez dense. Mais Kindaichi, c'est plutôt des longues histoires. Voilà. Alors que Conan, c'est finalement une succession de one-shots. Et puis, tous les 10, 15, 20 volumes, on va avoir un lien avec l'histoire principale, donc avec les fameux hommes en noir, ou alors on va avoir une avancée amoureuse. Parce qu'il faut voir une chose, c'est qu'il y a aussi des œuvres longues policières qui sont des comédies romantiques. Et c'est le cas de Détective Conan. C'est-à-dire que c'est à la fois, Détective Conan a un public féminin très très important. Très 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 important. Et l'auteur lui-même est un grand fan de drama. Donc, on veut aussi connaître les relations amoureuses entre les personnages, etc. Donc, la question est, est-ce que les gens continuent de lire
pour les enquêtes policières, ou est-ce que les gens continuent de lire pour savoir qui va sortir avec qui? Voilà. Et ça, c'est quand même un petit peu difficile à dire aussi. Alors, on va maintenant aborder un autre manga. On est tous de la même génération sur la table, donc on a tous vécu l'explosion de cette série à sa sortie en janvier 2007. Il s'agit évidemment de Death Note, écrit par Tsugumi Oba et dessiné par Takeshi Obata. Le pitch est diablement efficace. Le jeune Light Yagami a le pouvoir de tuer qui il souhaite dans son cahier de la mort, aidé par un dieu de la mort. Il va instaurer un nouvel ordre moral, voire religieux, tout en combattant elle, alias le meilleur détective du monde. Clémence, peut-être on peut revenir sur l'engouement de ce manga. Pour vous, comment vous expliquez que Death Note a été aussi important? C'est une très bonne question. En fait, moi, je l'ai vécu un petit peu on va dire de l'extérieur, cette explosion de Death Note. Bien sûr, tout le monde en parlait, enfin, je veux dire, dans la cour de l'école, tout le monde conseillait de le lire. Et moi, j'avais une expérience un peu, je vais pas dire traumatisante, mais j'étais peut-être un peu jeune. Je sais que j'étais très, très gênée à la lecture. Ça m'angoissait. C'était une lecture vraiment où je me mettais à la place de ce personnage, qui essayait de trouver des façons de se cacher. Je me mettais aussi à la place des enquêteurs qui remontaient la piste au fur et à mesure. Et justement, je trouve qu'elle est diablement efficace dans le suspense qu'elle crée. Et en fait, moi, j'avais à l'époque arrêté ma lecture parce que je trouvais ça vraiment trop angoissant. Et il y a une lecture récente qui m'a fait un peu le même effet, c'était My Home Hero, où justement c'est un père de famille qui se retrouve un peu à la Breaking Bad, se retrouve empêtré dans des histoires de yakuza, de meurtre et tout. Et j'ai un peu la même sensation. Mais maintenant, je suis plus adulte. Donc ça va, j'arrive un peu mieux à survivre, on va dire, à ce genre d'angoisse. Mais c'est très très fort justement pour ces émotions qu'il crée chez le lecteur. La peine de mort, la religion, le bien et le mal. On découvre dans Death Note des thématiques que nous retrouvons plus tard et dans le travail du Urasawa, Alexis. Ouais, enfin plus tôt du coup. Plus tôt, oui, c'est vrai. Mais oui, un peu ce que disait Clément sur le côté angoissant de Death Note, c'est vrai que ce qui est particulier dans ce manga, c'est que le héros, enfin, est pas forcément très attachant vu qu'il a une moralité un peu douteuse. Enfin, on peut comprendre son idée de vouloir tuer des criminels, etc., mais ça pose quand même des questions morales et éthiques assez importantes. Et c'est quelque chose, oui, qui est très présent chez Urasawa, la question du bien et du mal. Souvent, des personnages qui, à l'enfance, ont vécu un traumatisme qui va expliquer qu'ensuite, ils ont mal tourné, mais ça ne veut pas dire pour autant... Enfin, est-ce qu'on doit les condamner? Est-ce qu'on doit les comprendre, les absoudre? C'est un peu un fil rouge de toutes ces œuvres, et notamment dans Monster. Et juste sur Death Note, je me souviens aussi qu'à l'époque, c'était un peu le premier manga, enfin, de mon expérience, où justement, les lecteurs de manga pouvaient le conseiller à des gens qui ne lisaient pas des mangas en disant « Tiens... avec ça, tu comprendras pourquoi on adore les mangas et tout. » Donc il y avait un peu ce côté ouverture au grand public. Oui, c'est vrai que avant l'explosion du manga comme maintenant, il a fallu un peu de temps avant d'arriver à démocratiser le manga. Et c'est vrai que Death Note était cité comme une œuvre qu'on pouvait offrir, comme le travail de Taniguchi notamment ou Tezuka. Pierre-William, la différence entre Conan et Death Note, outre le côté duel d'enquêteurs, vous en pensez quoi, vous? La différence entre Conan et Death Note. Alors, celle-ci, elle est pas. Bah alors, Death Note, c'est marrant. Moi, c'est ma génération aussi, très clairement. Death Note, c'est vraiment, il y a une énorme différence. La différence fondamentale, c'est que Gosho Oyama, dans Détective Conan, a clairement dit que pour lui, il devait toujours y avoir un mobile autre que le meurtre en lui-même pour tuer. Donc l'action de tuer. C'est-à-dire qu'Aoyama a toujours dit dans Détective Conan, il fallait, alors justifier c'est un bien grand terme, il fallait expliquer pourquoi il y avait eu ce crime, mais il ne fallait surtout pas de crime gratuit. Voilà, parce qu'il ne fallait pas susciter un mouvement de violence, etc., pour un crime sans raison. Et c'est vrai que Death Note, c'est l'inverse, parce que l'histoire de Death Note, pour les personnes qui ne l'ont pas lu, c'est grosso modo, et c'est marrant parce que c'est quasiment la même période, c'est Dexter. Voilà. C'est le moment où la fiction va s'emparer de la figure du serial killer, en ajoutant plus ou moins de fantastique. Et dans Death Note, on a justement donc, un jeune lycéen qui récupère un carnet, qui met des noms dessus, voilà, et qui veut tuer tous les grands méchants, et puis qui, in fine, a de plus en plus de pouvoir. Et finalement, la question se pose, est-ce qu'il ne va pas tuer juste pour l'action de tuer? Donc, sans justification réelle. Mais je voulais juste ajouter quelque chose par rapport à Death Note. Je disais tout à l'heure que le mangaka a souvent un double dans le manga policier. Et c'est exactement le cas pour Death Note, puisque, vous l'avez dit tout à l'heure, il a été écrit par Oba.
Oba, on ne connaît pas son identité. C'était un pseudonyme. On n'a jamais su qui c'était et on ne le sait toujours pas. Et le personnage de Elle est directement inspiré, justement. Donc, Elle, c'est justement le jeune détective qui travaille avec le FBI, surdoué aussi, qui va essayer d'arrêter Kira. Enfin, Kira, c'est le surnom, le serial killer, donc le héros Light. Pareil, dans Death Note, le concept de base, c'est qu'on tue quand on arrive à mettre le nom et un visage sur la personne, sauf que ce jeune détective, on n'a que la première lettre, elle, et on ne connaît pas. Et donc c'est intéressant parce que c'est complètement le double de ce fameux scénariste qui est inconnu. Et il disait notamment qu'il s'asseyait un peu de la même manière sur les chaises, de façon assez très particulière, un peu dégingandée. Voilà, donc je pense que c'est un manga qui est aussi assez intime à ce niveau-là dans la création de Death Note. Mais c'est vraiment le côté de la gratuité de l'acte en lui-même qui est la principale différence, à mon avis. Est-ce que Clément, ce qui fait aussi le charme de ces mangas-là, c'est la figure du mal, finalement, dans la pop culture? Là, on parle de manga, mais il y a aussi Hannibal Lecter, hein, qui est entre guillemets le grand serial killer un peu ultime, depuis les années 90 avec des films comme Seven, Le Silence des agneaux, et là aussi avec des mangas, on voit que la figure du mal, elle fascine. On aime de la suivre de plus en plus, j'ai l'impression. Oui, bien sûr, elle fascine. Je pense qu'un des antagonistes les plus fascinants, en tout cas de toutes les œuvres qui nous concernent aujourd'hui, c'est forcément, enfin, de mon point de vue, c'est Johan dans Monster. Comme tu le disais, Alexis, en fait, on s'interroge sur l'origine du mal, sur l'origine de pourquoi est-ce qu'il fait ça? Est-ce qu'il est le mal incarné? Ou est-ce que c'est un mal qui a été construit? C'est une question qui revient souvent. Qui est le monstre? Finalement, qui est le monstre réel pour Johan? Est-ce que c'est Franz Bonaparte qui a mené ses expériences eugénistes sur lui et sa sœur? Ou est-ce que c'est même sa mère qui l'a lâché, a choisi sa sœur à son détriment, on va dire. Et ça, c'est une question qui revient souvent. Et effectivement, ce qui est fascinant, entre autres dans les œuvres d'Urasawa, c'est que le mal a toujours une origine. Et là, il y a beaucoup d'enfants qui ont des expériences traumatisantes qui deviennent en fait des monstres, en tout cas, qui incarnent le mal ensuite. Et ça, je trouve ça vraiment très intéressant parce que justement, on n'est pas dans cette vision caricaturale du méchant qui est juste méchant, psychopathe et qui tue sans réelle raison. Mais il y a vraiment une psychologie extrêmement intéressante derrière et qu'on peut aller creuser et que le lecteur en fait aussi va découvrir au fur et à mesure. C'est-à-dire que l'énigme, c'est aussi l'énigme de l'antagoniste, l'énigme du criminel. Ça suffit pas, mais même dans Détective Conan, ça suffit pas juste de savoir qui a tué. Il faut savoir pourquoi et comment. Et ça, c'est pour ça, je pense aussi que la figure entre guillemets, du méchant fonctionne aussi bien. Et il me semble, je ne sais plus qui disait ça, il faudrait que je retrouve, mais j'ai une autre citation qui me vient à l'esprit, mais on disait que les méchants, en gros, ont les mêmes faiblesses que les saints. Et ça, je trouvais ça, c'est peut-être encore Umberto Eco, je crois qu'il est dans ma tête constamment. Mais, et je trouvais ça vraiment hyper intéressant, entre autres à la lecture, on va dire, de toutes les œuvres d'Urasawa. On va faire une première annonce. Les éditions Kana vont publier 2 nouvelles séries. Les lecteurs français vont avoir le plaisir de lire Wild Police Story et ils vont surtout pouvoir découvrir Adabana, un manga réalisé par Non et Dai Tezuka. Je crois que certains ici ont lu ce seinen qui raconte l'histoire d'une lycéenne accusée d'avoir tué sa meilleure amie. Je crois que Pierre William, ça vous a plu du Japon, cette histoire? Cette histoire-là. Alors oui, je voulais juste, ça me permet de dire un mot sur Non, parce que Non, c'est une super mangaka, clairement, qui, je pense, n'est pas du tout connue en France. Juste pour la replacer très très rapidement, Non, elle a la trentaine, c'est une ancienne idole, et elle a écrit quelques œuvres, une poignée d'œuvres, elle n'a pas écrit beaucoup, dessiné beaucoup. Sa plus connue, c'est Delivery Cinderella, qui a été un gros succès critique au Japon. Donc Delivery Cinderella, c'est l'histoire justement d'une jeune lycéenne bien sous tout rapport, timide, etc., et qui le soir se prostitue dans des conditions complètement sordides. Et toute l'histoire de ce manga-là, c'est comment un jeune garçon va essayer de la sortir de la prostitution tout en lui rendant une certaine dignité. Ensuite, elle va écrire une autre œuvre qui est moins trash, qui s'appelle Arekon. Arekon, c'est un jeu de mots avec le mariage et le côté harem. C'est une œuvre sur la polygamie. Voilà. Donc pareil, où la figure féminine est centrale. Et la troisième œuvre, donc Adabana,
Alors, elle en a écrit peut-être une autre, hein, mais moi, j'en connais que 3, pour être honnête. La troisième, Adavana, qui donc va sortir chez Kana, c'est exactement dans la continuité de ce qu'elle a fait. C'est-à-dire que oui, c'est un polar, bien sûr. Donc, voilà, on a un meurtre, hein, c'est un manga très court. Hein. On a un meurtre et puis on va avoir un procès. Et l'idée, c'est de savoir qui est le coupable et quels sont les enjeux. Mais derrière tout ça, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a toujours cette volonté de Non, de cette mangaka-là, de réhabiliter le corps des jeunes filles japonaises, évidemment, qui ont été ultra sexualisées par la société, ultra meurtries, et de leur redonner une dignité. Et je trouve que c'est quelque chose qu'elle fait de manière magnifique dans ces mangas qui parfois sont très, 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 très durs. Et il faut le dire, pour Adamana, c'est pas son plus trash, mais il y a des scènes qui sont quand même, voilà, je pense, voilà, lourdes. Mais derrière, il y a un vrai message de société qui évidemment a un écho très fort au Japon. Et c'est le Japon, c'est pas seulement voilà, toutes les choses magnifiques avec des filtres roses, c'est aussi des choses absolument sordides. Et elle étudie très bien la condition féminine et notamment les filles qu'on considère comme les filles de mauvaise vie au Japon, qui sont en fait des filles très bien. Et elle essaie de montrer en quoi elles ont une vraie dignité, peut-être plus que d'autres. Voilà, donc c'est autant un manga sur une sorte de sororité et pas seulement un polar avec une enquête. Et oui, c'est bien Umberto Eco qui a dit ça sur le faiblesse de ça tout à l'heure. Il faut que je lise autre chose. Clémence, vous avez lu aussi ce manga, je crois. Hein. Oui, bah, je suis complètement d'accord avec toi, Pierre-William. Déjà, souvent les polars en fait ont ce côté un peu fenêtre sur le monde, sur la société, et c'est particulièrement vrai dans Adabana parce que il y a aussi ce questionnement de la justice, on va dire, quelles sont les limites de la justice en quelque sorte, et cette jeune fille qui va justement, l'héroïne, qui va essayer de se faire justice elle-même, on va dire, sans trop spoiler. Et il y a un deuxième point qui m'a vraiment beaucoup intéressée sur Adabana, c'est une thématique qui revient souvent pour moi dans le polar, c'est la thématique du souvenir, de la mémoire. Il y a énormément d'enquêtes qui commencent justement comme ça, avec un personnage qui a oublié. Et en fait, en remontant le fil, on va dire, de son passé, il va réussir à résoudre l'enquête. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans Monster, par exemple, avec le passé des jumeaux, qu'on retrouve aussi dans 20th Century Boys, avec leurs souvenirs d'enfance. Et parfois, les auteurs, justement, essaient de trouver un peu des twists pour jouer avec cette mémoire. Dans Time Shadows aussi, qui est aux éditions Kana, c'est encore même plus vicieux, puisque c'est les souvenirs pas de son passé mais de son futur qui vont l'aider à trouver résoudre le mystère, puisque bon, on rappelle, du coup il peut faire des sortes de sauts dans le temps dans certaines circonstances, sans trop spoiler. Et justement dans Adabana, c'est encore plus marquant, c'est qu'en fait les souvenirs qu'on nous montre, qu'on a sur la page, on n'est pas non plus complètement sûr de pouvoir leur faire confiance. C'est-à-dire que en fait il y a une recherche de la vérité, une torsion de la vérité justement pour se faire justice, et le souvenir n'est pas du tout fiable. Et ça, je trouve ça génial parce que c'est des indices que nous donne normalement l'auteur. Et nous, on est censé, en tant que lecteur, lui faire confiance. Ah, tu me montres ça, donc c'est que c'est vrai. Et en fait, c'est pas si sûr que ça. Merci Clémence. Alors avant de laisser la parole à Alexis, je vais faire juste là un petit promo pour un autre titre des éditions Kana qui s'appelle Ushijima, qui est un excellent manga, qui est peut-être le manga le plus critique sur la société japonaise. On suit des usuriers de l'ombre, donc des gens qui vont prêter de l'argent à ceux qui sont interdits par tout le monde car ils ont déjà des dettes. C'est un manga extrêmement violent, qui a une 40aine de volumes et qui est incroyable. Je pense que j'ai jamais rien lu d'aussi sordide sur la société japonaise et ça casse totalement le délire un peu merveilleux que Pierre William évoquait. Et c'est vraiment un très très grand titre, donc n'hésitez pas à lire Ushijima. On va maintenant passer à Monster et à Urasawa. Voilà, on présente évidemment la couverture, un des meilleurs mangas de policiers, de polars de tous les temps, qui est excellent. Et on va laisser la parole à Alexis qui connaît évidemment très bien Monster. Juste pour situer un peu le scénario de Monster, on suit les investigations du docteur Kenzo Tema pour retrouver un patient qu'il avait sauvé. Le patient à l'époque était enfant. Et en devenant adulte, il est devenu un génie du mal. Et on suit cette aventure-là en Allemagne. Il y a 18 volumes. Pourquoi c'est aussi bien, Alexis, Monster? Pourquoi à chaque fois qu'on cite manga et polar, évidemment, il y a Monster dans le top 3?
Je pense juste pour faire un peu l'historique de la série, de comment Urasawa l'a conçu, ce qui est important de savoir, c'est que c'est une idée qu'il avait en tête depuis plusieurs années. Lui, à l'époque, il faisait des séries, plutôt des comédies sportives, donc Yawara qui a été un énorme succès, puis Happy. Et déjà à l'époque d'Happy, quand il voulait entamer une nouvelle série, il voulait faire plutôt un thriller un peu spécial, un peu la Stephen King. On aurait suivi la vie d'un quartier où il se passait des choses étranges, avec une ambiance un peu angoissante, mystérieuse. Mais en fait, il avait continué, enfin ses éditeurs lui ont dit ce serait bien que tu continues de faire des mangas de sport parce que ça cartonne, donc il s'est lancé dans Happy. Il avait quand même fait aussi Master Keaton, donc qui est un polar aussi chez Kana et qui en fait c'est plus un format, un épisode, enfin un chapitre, une histoire, donc avec une résolution. Et ça, en fait, c'est quelque chose qu'il a aimé faire pour faire une ambiance un peu Hitchcockienne qu'il revendique, mais il a dit aussi que sur Master Keaton, pendant ses années de travail, il a été un peu lassé de ce côté justement fin parfaite où en gros, en, je sais plus, une vingtaine de pages, il faut qu'il y ait un début, un milieu, une fin. Et du coup, il a eu cette idée de Monster qui est née de deux influences majeures. Donc la série Le Fugitif, un thriller des années 60, qui avait été remis au goût du jour. Donc là, on est dans les années 90 avec le film avec Harrison Ford. Et son nom m'échappe, mais qui joue dans Men in Black, très connu. Bon, bref. Voilà. Donc cette influence à cette époque, Tommy Lee Jones, voilà. Et en même temps, donc il voulait faire ce côté un fugitif. Donc ce qui est intéressant aussi dans Monster, c'est que le docteur Tenma effectivement poursuit Johan pour à la fois le tuer et en même temps pour comprendre un peu son passé. Et en même temps, Tenma lui-même est poursuivi parce qu'il est accusé de meurtre qu'il n'a pas commis. Donc il y a vraiment cet aspect traque à trois entre Tenma, l'inspecteur Runge et Johan. Et aussi, il s'était interrogé, il s'était dit justement chez Tezuka, qu'est-ce qui se serait passé si Astro avait été sauvé par Tenma mais qu'il avait mal tourné. Donc c'est un peu le point de départ de ce rapport entre Tenma et Johan et d'où d'ailleurs le nom de Kenzo Tenma. Et ce qui est vraiment intéressant dans Monster, donc c'est vraiment cette traque entre les trois personnages et en fait tout au long de son enquête, Tenma rencontre plein de personnages secondaires qui ont eux-mêmes des passés assez troubles. Qui connaissent souvent des destins assez funestes. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment Tenma, lui, essaye de rester un peu dans le droit chemin tout au long de son parcours, parce que son but ultime, c'est quand même de tuer quelqu'un, alors qu'à la base, il est là pour sauver des vies, donc c'est un peu toute la contradiction de sa personnalité et de son métier. Et justement, tous les personnages qu'il rencontre vont être influencés par Tenma plutôt positivement et vont ensuite, il les croise à un moment, il peut les recroiser ensuite. D'ailleurs, souvent, Tenma lui-même disparaît de l'intrigue pendant un volume ou deux et il réapparaît parce que Urasawa met plutôt en avant les personnages secondaires ou Johan. Et c'est ça qui est intéressant en fait jusqu'à ce final assez épique. Enfin, je sais que la fin divise, mais moi je trouve que c'est vraiment, enfin, l'auteur en général, on lui reproche de ne pas savoir conclure ses mangas, mais je trouve que la fin de Monster est assez géniale et fidèle à ce qu'est la série. Et juste sur le succès, on peut aussi expliquer l'influence de Stephen King, donc qui est vraiment revendiqué par Urasawa, et notamment tout le final, donc sans spoiler, mais dans un village isolé avec des gens en fait qui se retrouvent avec des armes et qui s'entretuent un peu tous, qui est très inspiré du roman Bazar de Stephen King. Ce qui est intéressant, c'est qu'on sait l'amour qu'a Urasawa pour Tezuka. Il y a un autre manga de Tezuka qui est très peu connu, qui s'appelle MW, où on suit un serial killer qui est bisexuel, qui se travestit, qui est une espèce de figure maléfique. Un manga qui a été fait dans les années 70, qui est assez amusant quand on le sait. Et c'est vrai qu'on retrouve cette figure du mal avec Johan, qui est un peu l'ange diabolique. Je crois que Clémence aime bien aussi ce manga, non ? Oui, beaucoup. Mais même toutes les œuvres d'Urasawa, de façon générale, il a une façon d'écrire qui est très empruntée. J'ai l'impression qu'en fait, il emprunte à la fois les meilleurs récits ou s'inspire du moins des meilleurs récits littéraires de romans policiers par exemple, et en même temps la mise en scène, comme tu l'as dit, cinématographique des meilleurs réalisateurs. C'est assez bluffant. Et effectivement, j'en parlais tout à l'heure, Johan est un génie du mal, mais un personnage qui est fascinant. C'est quelque chose qui revient souvent. Et il y a autre chose dont tu parlais, effectivement, l'inspecteur Runge. Moi, ce que j'aime bien, en général, dans le polar, le policier, c'est plutôt la figure du bien, c'est-à-dire que c'est la figure du justicier, à l'origine du moins. Et c'est celui qui est capable aussi d'aller toquer à toutes les portes et d'avoir, d'ouvrir aussi toutes les portes et d'avoir accès à tous les indices. Et j'aime bien comment dans le polar, sa figure se délite, on va dire, au fur et à mesure. Il peut être en tort, comme là dans Monster, où finalement il cherche à attraper le docteur Tenma, alors que en fait il se trompe un petit peu, il finit par se rendre compte de son erreur au fur et à mesure. Et c'est quelque chose qui revient aussi et qu'on retrouve dans 20th Century Boys aussi, où finalement la figure de policier auquel on va se confier n'est pas forcément digne de confiance, peut être ripou.
Après, il y en a toujours un ou deux qui arrivent à sauver les meubles en quelque sorte. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans Adabana par exemple. Et je trouve ça vraiment intéressant comment au fur et à mesure les auteurs arrivent aussi à jouer autour de cette figure du policier. Et dans Monster, entre autres, comment dire, on lui fait la part belle en plus. C'est-à-dire qu'il a quand même beaucoup de pages où on suit son enquête. Une réaction, Alexis? Tout à fait d'accord. Et effectivement, ce qui est intéressant dans Monster, c'est que ce personnage de flic qui vit vraiment que pour son travail est attachant et en même temps, il n'a pas vraiment une vie. Enfin, il perd sa femme, sa fille, etc. parce qu'il pense qu'à son travail. Et il est très têtu et pendant quasiment toute la série, il veut pas admettre en fait qu'il s'est planté. Et c'est justement ça qui rend la fin d'autant plus touchante. Et je voulais juste ajouter sur Monster, parce qu'on a parlé de personnages masculins, ce qui est vraiment chouette aussi, c'est qu'il y a des personnages féminins très marquants. À l'époque où c'est sorti, donc dans les années 90 jusqu'à début 2000, c'était pas forcément la norme. Donc le personnage de Nina, Anna notamment, qui est la sœur jumelle de Johan et qui est un peu un protagoniste principal très important. Kana qui est incroyable aussi dans 20th Century Boys. Je crois que c'est un de mes personnages préférés, tant elle a de swag, de classe. Pardon. petite parenthèse. Non, mais c'est vrai que c'est un manga qui est très impressionnant et surtout qui a un rythme. Qui est très fort. Enfin, avec peut-être 20th Century Boys, les 14 premiers volumes, vraiment, Urasawa, il arrive à maintenir un rythme, une tension qui est pas forcément évidente à tenir sur du long cours comme ça, Alexis. Ouais, bah justement, là pour le coup, c'est l'expérience de Master Keaton, donc ce format court, un épisode, une histoire qui lui a servi, puisqu'il peut faire ça de nouveau, mais sur 2-3 chapitres ou un peu plus. Et il a vraiment conçu ça en disant qu'en gros, dans Monster, l'idée c'est que chaque personnage, enfin plus généralement dans son œuvre, mais notamment dans Monster, quand un personnage secondaire apparaît, lui dans son esprit, il se dit je pourrais écrire un spin-off sur ce personnage, raconter sa vie. Donc chaque personnage qui se retrouve dans Monster a son propre parcours, sa propre histoire. Et effectivement, c'est ça qui est assez fort, c'est que c'est vraiment toutes les petites histoires qui vont s'imbriquer l'une dans l'autre, qui vont faire avancer l'enquête de Tenma d'une manière ou d'une autre, et jusqu'à aboutir au final à la résolution. Mais d'ailleurs, donc c'est un autre polar SF, on va dire, de Urasawa, qui est donc plus tôt. Une des histoires, je trouve, les plus touchantes qu'on a dans toute l'œuvre, c'est cette rencontre avec North 2, le robot, et le pianiste dont j'ai oublié le nom. C'est un passage, on ne comprend pas trop où est-ce qu'on veut nous emmener au début, et en fait qui est merveilleux. Et donc forcément avec la suite qui est d'autant plus terrible. En fait, j'ai l'impression qu'en disant ça, du coup, je spoil tout, mais et c'est vrai qu'il y a une force. T'as raison, il y a une force dans Urasawa, dans les personnages secondaires, dans les petites ruelles qu'il va prendre pour nous emmener justement à cette résolution. Et c'est pour ça que j'en parlais au tout début, c'est-à-dire qu'il y a ce contrat un peu de confiance. J'ai l'impression de parler d'art. Contrat de confiance entre eux. Ok, là je comprends rien du tout à ce que tu me racontes, j'ai aucune notion de c'est qui Ami, c'est qui Johan, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a des meurtres, mais ok, je te suis, et au fur et à mesure en fait tu passes les pages et t'arrives pas à t'arrêter, et c'est toujours enfin je sais pas, il y a du génie derrière quoi, parce qu'en fait à la fin t'es quand même content, même quand la fin est pas ouf en fait, c'est à dire que quelque part parfois la fin tu te dis ok bon c'était pas grave quoi, le mystère était tellement incroyable qu'il se suffisait à lui-même. Alors, Pierre-William ne peut pas parler parce qu'il a trop lu de Détective Conan et de City Hunter, donc il n'a pas encore lu Monster, donc il est puni, il devra faire ses devoirs avant de pouvoir reparler d'Urasawa. On a maintenant, je crois, la seconde surprise de ce live. Naoki Urasawa va être avec nous, enfin presque, donc la régie me dit d'attendre encore un petit peu cette surprise qui n'en est plus une malheureusement, qui a été dévoilée. Mais Pierre-William veut peut-être dire quelque chose, j'ai l'impression, de là où il est. Ouais, juste par rapport à la référence de tout à l'heure, MW Tezuka, ça c'est hyper intéressant. Alors c'est vrai que je suis pas un immense spécialiste d'Urasawa. Je connais moins qu'Umberto Eco, je suis désolé. Mais par rapport à MW Tezuka, c'est extrêmement intéressant parce que ça résume toute une partie du polar à la japonaise, c'est-à-dire ce côté, il y a très bien tout à l'heure, sur à la fois le polar. Alors, Pierre-William, désolé, j'ai l'impression d'être sur BFM TV. C'est l'actualité, c'est le direct qui prend le contrôle. On a maintenant donc Naoki Urasawa en live avec le youtubeur Cyprien, que l'on salue, et qui va faire maintenant cette interview. L'interview peut commencer, j'imagine. Ok. Eh bien, merci Urasawa Sensei de cette petite interview. Je suis très honoré. J'ai hâte de poser des questions sur pas mal de vos mangas qui m'ont tant passionné.
今回はこうやってインタビューを受けてくださってすごい光栄です。ありがとうございます。で、昔から先生の大ファンなので、今日いくつか質問をさせてください。はい、こちらも楽しみにしております。J'ai hâte aussi, vraiment avec plaisir, enchanté. Ma première question va porter sur le manga Monster, puisque une des choses qui m'a beaucoup étonné, c'est que l'action se passe très loin du Japon, à savoir pas mal en Allemagne notamment, et je me demandais si c'était quelle était la volonté derrière ça, si c'était d'abord une passion pour les autres pays, ou si c'est une volonté de justement montrer autre chose que le Japon. まずモンスターの大ファンなんですけれども、なぜ、はいドイツを舞台にされたのか、でそれは、日本、その海外のことが興味があってドイツを舞台にされたのか教えてください。はいそれの前のシリーズのマスター・キートンがロンドンを舞台にしてたんですけども、主に。どうぞ。Déjà pour Master Keaton, en fait, l'histoire se déroulait principalement à Londres. Oui. で、次 Ouais, の de シリーズ、 Monster, Déjà, donc, Oui, oui, faut c'est vrai. remonter un peu à C'est vrai, Master oui. Keaton. で、次のシリーズを考えているときに、医療もの、お医者さんの物語をやることになったので、日本においては、あれなんですね、お医者さんがカルテって診察書をこう書くのよ、ドイツ語で書くんですよね。あれは日本だけなのかな。そういう文化でやっぱりドイツイコール医療っていうイメージが日本の中にあるんですよね。Et donc, après Master Keaton, je voulais faire un manga sur le sujet médical, donc des histoires qui se déroulent dans le domaine médical. Et au Japon, en fait, depuis très longtemps, c'est la langue allemande qui est utilisée dans le milieu médical. Par exemple, les médecins écrivent les prescriptions en allemand. Et donc, c'est curieux, mais en fait, l'Allemagne, c'est le pays, voilà, c'est vraiment la référence pour le monde médical au Japon. N'hésite pas à te rapprocher pour que les gens entendent aussi la réponse. Est-ce qu'il y a forcément, avant de commencer un manga qui va montrer un autre pays, est-ce qu'il y a une visite du pays professionnelle, j'imagine, ou même repérage. Exactement. 作品を書く前にそのシナハンとかロケハンでそういった海外を訪れることはありますか？ですね、モンスターの場合は、作品を書き出して、もう真ん中中盤戦に行ったあたりで、1週間ほどドイツから、チェコの方に、取材旅行をしましたね。En fait, pour Monster, une fois que j'ai commencé à écrire le manga, c'est à peu près au milieu de l'histoire que je suis partie en Tchécoslovaquie pour faire les repérages. Est-ce que c'est envisageable, est-ce que vous envisagez un jour de pouvoir dessiner un manga ailleurs que dans votre atelier pour s'imprégner par exemple d'un autre pays, un autre lieu? 例えば今後その漫画を描くのをご自分の仕事場、日本の仕事場ではなくて海外にいながら漫画を描くっていうことは将来的に考えられますか？いわゆるこうアシスタントとも今実はリモートって日本では言うんですけど、その遠隔で離れて、そのデータの交換をしながら仕事を進めたりなんかしているので、そういう意味においてはこれから世界中どこでも書けるなっていう感じにはなってますね。En fait, actuellement, je ne travaille plus. Mes assistants ne sont plus physiquement dans mon atelier. Donc, je travaille avec mes assistants à distance. Et donc, finalement, aujourd'hui, on peut vraiment habiter n'importe où pour pouvoir faire le manga. Je crois qu'il faut... Oui. Ça va aller? Je suis vraiment désolée. J'ai pas du tout ma voix. Une extinction de voix de notre traductrice.
ゆきさん、すいません、変わっていただいてもいいですか？大丈夫です。わかりました。ごめんなさい、本当にすいません。 Eh bien, c'est Choco, notre traductrice, qui a une extinction de voix. Ça arrive, malheureusement. Tu vas te prendre un petit thé, Choco, d'accord? Ça va aller beaucoup mieux, t'inquiète pas. Je suis vraiment désolée. C'est pas grave, c'est les aléas du direct, comme on dit, qu'on a l'habitude de Oui. dire. Qui c'est qui va reprendre le relais sur la traduction? Du coup, c'est moi qui vais le faire. C'est Yuki qu'on entend. Ouais, je suppose que je sais pas si tu as besoin d'intégrer mon son dans ton live. On t'entend. Yuki, on On t'entend. m'entend déjà? Nickel. Ouais. Bon, Tu es prête à prendre le relais? oui, je vais le faire. Je rebondis sur l'histoire des assistants. Donc du coup, ça, j'imagine que c'est grâce à la nouvelle technologie, même si les mangas sont faits très traditionnellement. Mais là, effectivement, d'avoir des assistants qui sont ailleurs, ça peut changer pas mal de choses. Est-ce que du coup, vous êtes content de cette nouvelle situation ou vous aimez bien aussi avoir des assistants à proximité comme avant? 今リモートで主にアシスタントの方たちとお仕事なさっているというふうにご説明いただきましたけれど、このシチュエーションは個人的にこの仕事の仕方がやりやすいなというふうにお思いになりますか？それとも、昔のようにアシスタントが現地にいた方がやっぱりやりやすいですか？実はこのコロナ禍で始めたことではなくて、その前からもうみんな一つのスタジオに集まってぎゅうぎゅうやる必要はないんじゃないかということで、それでそれぞれの自分の自宅でやりながら、その仕事の経過をインターネットを通じて見せ合いながらやるんでいいんじゃないかっていうことを始めたので、今とても快適にやっておりますね。Alors, en vérité, ça date pas de maintenant que j'ai commencé à travailler comme ça. Ça faisait déjà un moment qu'avec les assistants, on s'était fait la réflexion que c'était peut-être pas nécessaire d'être paqués tous dans un studio pour travailler. Et donc, on avait déjà mis en place un système pour travailler à distance sur Internet. Et donc, finalement, là, c'est très confortable comme façon de travailler. J'imagine. なるほど。Il y あと一 a ついいですか？はいはいはい。Oui, encore un point. あとは Alors, les aléas du direct, を書き évidemment. たいと思ってます Ce qui est intéressant, en tout cas dans les premières réponses qu'on a pu avoir entre Cyprien et Urasawa, c'est bon, déjà il y a l'émotion de Cyprien qui est heureux de pouvoir rencontrer aussi l'artiste. Et ce qui est intéressant, c'est qu'Urasawa, il y a quand même une forte popularité chez nous. On avait vu à Angoulême qu'on avait été invité, qu'on avait été mis en avant. C'est quelqu'un qui voilà. Et on peut reprendre Cyprien. Mais merci l'oreillette. Oui, et une autre raison pour laquelle c'est confortable pour moi, c'est parce que depuis longtemps déjà, j'avais très envie de pouvoir dessiner plus de décors moi-même. Et là, par exemple, avec Asadora, ce souhait a été exaucé, réalisé, notamment grâce à ce nouveau système de travail, parce que voilà, je suis un mangaka qui veut vraiment faire un maximum moi-même. Et donc, grâce à ce fonctionnement, quelque part, ça m'a permis d'enfin pouvoir réaliser ce souhait. Du coup, voilà, c'est d'autant plus confortable pour moi. Est-ce que à l'avenir, il y aurait du coup de moins en moins d'assistants et vous feriez plus de choses dans le manga? ということは、将来的にはどんどんアシスタントの数を減らしていって、最大限の作画作業を、ご自分で行いたいという考えなんでしょうか？はい、今現在も以前は4、5名いたアシスタントがいたんですけども、今はもう2名に絞って、で外の背景を僕自身でやってるということですね。Donc, effectivement, oui. Ah, すみません。すでにそうしていますということですね。はい。Effectivement, c'est déjà le cas en fait, parce qu'avant, j'avais 4 à 5 assistants qui travaillaient avec moi. Et là, pour l'instant, il n'y en a plus que 2. Et donc,
moi, je fais déjà toute la partie des décors et puis les assistants se chargent du reste. Mais donc, j'ai déjà en fait diminué le nombre d'assistants. Si je reviens un petit peu sur les différentes séries que vous avez créées, je remarque que les genres sont assez... la rigueur dans la narration est la même, mais les genres peuvent être assez différents. Il peut y avoir des choses assez drôles dans Yawara, Happy, dans Asadora, c'est toutes ces choses autour des kaiju. Il peut y avoir aussi du gros drame dans Monster ou 20th Century Boys. Est-ce qu'il y a d'autres genres que vous voulez aborder et qui vont peut-être encore étonner le public? 先生はこれまでに、多くの作品を描いていらっしゃいまして、でその中で、各作品の中でとてもバラエティに富んだテーマを扱っていらっしゃいます。怪獣であったり、ヤワラは柔道であったり、ハッピーやヤワラではユーモアに富んだお話でもありますし、でこのようにいろいろなジャンルを描いていらっしゃいますけれど、Pardon, j'ai perdu la fin de ta question. Je demandais s'il y avait d'autres genres que vous souhaitez aborder. これから特に扱いたいと考えていらっしゃるジャンルやテーマなどありますか？いろんなジャンルっていうふうに、おっしゃっていただいてますけど、僕自身自分で書いてて、なんか全部同じで、一つのジャンルっていうか、人間ドラマをずっと書いてるだけっていうふうに思ってるんですよね。だから、その他の、なんかこう、何を扱う職業がどうだとか、なんかそういうような感じって、なんか別にジャンルって思ってない感じがしますね。僕は人間ドラマを書いてるだけって感じです。Alors en fait, c'est vrai que on me dit effectivement que je fais des œuvres de genre différents, mais moi personnellement, je ne considère pas mes mangas comme des œuvres dans des genres distincts, parce que pour moi, ce sont tous des œuvres qui parlent de l'humain, ce sont des drames humains, et en ce sens, c'est un seul genre. Ils forment tous un seul genre. Et donc, après, l'élément supplémentaire qui s'ajoute sur le métier de la personne ou le hobby principal qu'a la personne, c'est un élément supplémentaire sur cette histoire humaine. Et donc, pour moi, je continue à dessiner toujours le même genre. J'ai une petite question à propos du style graphique, surtout du design des personnages, puisque moi j'aime beaucoup toute la palette de personnages qu'on peut voir, les formes, les tailles, les visages. Les visages sont vous dessinez des visages très particuliers et tous reconnaissables. Il y en a des très beaux, il y en a des très moches. Est-ce que il y a un plaisir décuplé en dessinant un personnage qui peut être moche ou occidental ou âgé, ou plutôt des jeunes, plutôt des gens beaux? Est-ce que vous avez une préférence parmi tous ces personnages-là? 続いては先生の作風について、絵の作風についてお伺いしたいのですけれど、先生の作品の中ではとても表情豊かなキャラクターが登場していて、しかもそれぞれとても特徴のあるキャラクターになっていて、で先生はこういうバラエティに富んだ、表情や、何でしょう、デザインのキャラクターを描くっていうのはそれがとても気に入っていて、そういうふうにやっていらっしゃって、で特に描くのが好きなタイプの人物っていうのはありますかね？老いていたり若い女の子だったり、特にこういうタイプのキャラクターを描くのが好きだっていうのはありますか？ですからね、先ほど申し上げたように人間ドラマですんで、老若男女、若い人も年取った人も男性も女性もなんだろう、いい役者を描きたいですよね。でそのためには
僕がやっぱりいい演技を書かなきゃいけないし、そのもっともっと演技を深めていきたいなっては思ってますね。Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, je dessine des récits humains, des drames humains. Et donc, dans l'optique de dessiner un bon drame humain, il faut des bons acteurs. Et pour que ce soit des bons acteurs, il faut que ce soit des acteurs expressifs qui parviennent à exprimer une palette large d'émotions. Et donc, c'est plus comme ça que je dessine mes personnages pour donner vie à ces récits humains, à ces drames humains. Très bien. Je tiens à préciser une petite chose, c'est que l'interview désormais va se dérouler sur PAM Art, donc une autre section du festival. Donc si vous voulez voir la suite de l'interview, voilà, vous allez sur PAM Art et le reste du festival continue ensuite. Voilà. Et je vais continuer avec des nouvelles questions. ちょっとここから配信の場所が変わるので、そのアナウンスをいたしました。 Super, on reprend la main et on souhaite bon courage à Cyprien pour la suite de cette interview. Il va aussi avoir un live drawing surprise, c'est l'autre surprise, autre Kurosawa, il y a encore une autre surprise qui arrive également. Peut-être un commentaire sur l'interview, Alexis. On a vu l'émotion de Cyprien. Urasawa a été célébré à Angoulême. C'est quand même un auteur qui est populaire chez nous. On a l'impression de plus en plus d'ailleurs. Oui, alors je pense que c'est dû notamment au fait que ces œuvres se passent souvent dans des cadres européens, occidentaux, donc ça peut parler aux lecteurs. Et au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est que effectivement le public français francophone aime beaucoup Urasawa, il le lui rend bien parce qu'il a beaucoup de références culturelles qui sont françaises. Il aime beaucoup Hergé, l'auteur de Tintin, Moebius. Il raconte souvent en interview qu'une de ses premières grandes expériences cinématographiques, c'était le film Le Trou de Jacques Becker ou Le Salaire de la peur de Clouzot. Donc c'est vraiment un auteur qui a un vrai intérêt pour la culture française et ça se ressent dans ses œuvres, et il peut aussi être très disert sur la façon dont il va dessiner des visages français ou européens. Il va expliquer les différences entre les Allemands, les Français, etc. Donc il s'est vraiment penché sur ces questions-là. Clémence, toi, Urasawa, le fait de l'avoir vu en direct, même si Pierre William est aussi au Japon, mais c'est vrai que là on voit Urasawa au Japon, donc du coup c'est encore différent. Hein. Désolée, oui, j'avoue que ma petite préférence va peut-être vers Urasawa. Non, mais ça fait, oui, c'est une super surprise déjà de le voir. Quand j'ai appris ça, j'étais tout en joie. Et non, mais ce qui est intéressant, c'est effectivement le fait qu'ils mettent l'accent sur le côté humain, que ce soit de ces personnages, de ces histoires. C'est quelque chose qui touche parce que justement, il y a quelque chose de profondément universel dans les thématiques qu'il aborde et la façon dont il le fait aussi. J'ai du mal à trouver un personnage qui n'est pas attachant, sauf si c'est volontaire, on va dire, dans toutes ses œuvres. En plus, avec des personnages qui sont tous extrêmement différents, ce qui est très impressionnant. Et voilà, donc ouais, non, très très contente d'avoir pu l'entendre. On ne demande pas à Pierre William qu'est-ce que ça lui fait, parce que de toute façon il n'a pas lu Urasawa, qui aime bien châtie bien évidemment. Donc oui, il y a un live drawing surprise en ce moment même, enfin qui va être lancé je crois, hein, si je me trompe pas, hein, voilà, je vérifie avec la régie. On va terminer cette émission. Merci évidemment à tous les trois d'être venus. On lance, attendez, merci, on lance le live drawing dès maintenant.
Et merci à Naoki Urasawa pour cette belle surprise. Ces dessins qui, je pense, réjouissent nos deux amis qui sont fans du Urasawa avec. On essayait de deviner en même temps. Avec nous, voilà. Les personnages, brièvement, c'est qui? Yawara, Ouais. donc d'un de ses premiers mangas, et Asadora, son dernier justement, et qui est incroyable. J'ai tellement hâte de lire la suite. Bon, bah, c'est parfait. Et bah, c'est malheureusement terminé. C'était trop court. On aurait pu faire une heure de plus sans problème. Mais ce sera, j'espère, pour la prochaine édition du festival. Ça me permet de remercier toute l'équipe. Je remercie Pierre-William Frégonèse d'avoir pris du temps à Kobe pour répondre et nous parler de Détective Conan. Son ouvrage, L'énigme, Détective Conan, une affaire de style, est disponible chez Pix & Love. C'est un très beau cadeau de Noël. Merci à vous, Clémence Duno, qu'on peut retrouver sur le podcast La 5e de Couve, et on peut lire aussi vos articles sur pixel dans lemonde.fr. Et évidemment, merci à vous, Alexis Orsini. Vous avez un ouvrage qui est déjà sorti sur Naoki Urasawa en 2012 et un prochain va arriver l'année prochaine, donc chez Pix & Love. On peut vous retrouver sur 20 minutes et aussi sur votre site La Base Secrète. Et ça me permet aussi de remercier toute la régie. Ils sont une dizaine, c'est les gens de l'ombre que personne remercie ou à la fin. Merci à la régie d'avoir tout organisé. Merci à vous d'avoir tout organisé et on reprend.